S'il y a une chose que les années 80 nous auront appris, c'est que la violence est la solution à tous nos problèmes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de mes bastons préférés dans le cinéma des années 80. Aujourd'hui, à revue, les 10 bastons qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça commence maintenant. Pour commencer, une baston tirée d'un film extrêmement sous-estimé selon moi. Tommy Lee contre Day-Ann dans Best of the Best de 1989. Just about ready. America's hopes rest on Tommy Lee. Déjà, ce film-là est sous-évalué par beaucoup trop de gens, okay? Parce qu'on parle ici d'un groupe d'Américains qui vont passer un film en entier à s'entraîner pour aller combattre les Coréens, des vrais Américains comme il s'en fait plus aujourd'hui. Et à travers ce film-là, on va apprendre que le frère de Tommy Lee a été tué par Day-Ann dans un tournoi de karaté. Donc, imaginez la tension quand on arrive à la fin et que Tommy Lee doit se battre contre Day-Ann. C'est insoutenable. Et quand le combat commence, les États-Unis sont en arrière au point. Donc, Tommy Lee doit faire beaucoup plus de points que Day-Ann pour gagner le combat. Ça, c'est la puissance américaine. Même menés au score, ils arrivent toujours à gagner. Et là, Tommy Lee domine ce combat-là outrageusement, OK? Day-Ann est devant lui à moitié mort, quoi. Et d'un regard, on peut sentir le sentiment de vengeance que Tommy Lee a en dedans de lui. Oui, parce que devant lui, l'opportunité de tuer Day-Ann. Mais Tommy Lee, c'est un Américain. Il va pas tuer un mec sans défense comme ça pour rien. Donc, Day-Ann remporte le combat parce que Tommy Lee a refusé de le tuer. Sauf que c'est un film de 89, ça peut pas se terminer comme ça, après un des plus beaux combats que t'as jamais vu de ta vie. Non, ça ne se termine pas comme ça. L'équipe coréenne, OK, comprend tellement ce qui vient de se passer, OK, qu'ils ont été dominés par les Américains et que c'est grâce à la pitié des Américains qui ont gagné leur médaille qu'ils décident de donner leur médaille d'or aux Américains. Être Américain, c'est recevoir le respect de tout le monde, tout le temps. Tiré de American Ninja 2, La Confrontation, ou le Ninja Blanc en France, Joe Armstrong contre le Ninja Doré. Il n'y a qu'un seul American Ninja et son nom est Joe Armstrong, son prophète Steve James. Et ça, je le pense sincèrement. De tous les films American Ninja, pour moi, La Confrontation, le 2, est le meilleur. Il y a tout dans le 2. Le 2 est presque un film parfait. Il y a aussi des gauchistes qui ne vous aiment pas, alors on s'habille en civil pour ne pas les provoquer. Et ce combat final-là représente à quelque part la perfection, OK? Parce qu'au début, on a la méditation entre deux adversaires, probablement inspirés de la fureur du dragon. Ensuite, on a deux ninjas qui feront un combat de katana. Sauf que dans la défaite, le ninja doré essaye de sortir un shotgun et de tirer sur Joe Armstrong. Joe Armstrong est de toute façon plus rapide que les balles. Et Joe Armstrong finit par tuer le ninja doré de manière incroyable. Est-ce que Michael Dudikoff est un grand athlète? Non, mais il est vachement charismatique. Le combat final entre Daniel San et Johnny Lawrence, le Karate Kid, 1984. Un point à Larousse. T'es un homme mort. Prêt? C'est difficile pour les gens de notre époque de comprendre à quel point les tournois de karaté locaux avaient de l'importance pour la société en 1984. On parle ici d'un tournoi où deux mecs qui vont à la même école secondaire vont se faire face. Deux écoles de pensée complètement différentes, celle de Miyagi-san, celle de Cobra Kai. Tu lui pètes la jambe. Ça te pose un problème de conscience?
Non, sensei. D'un côté, Daniel Larousseau qui apprend les arts martiaux pour un peu sortir de sa coquille. De l'autre, Johnny Lawrence, un dur de dur, un homme comme on n'en fait plus. Daniel San va bien sûr remporter ce combat, malgré le fait qu'il existera toujours un doute sur la légalité de la grue. Un coup de pied en pleine face à la fin, est-ce que c'était vraiment légal? Allez-y! Il semble y avoir eu un regain de ferveur face au Karate Kid dans les dernières années. Il y a une série sur Netflix, etc. Il y a un reboot du film qui est en marche présentement. Mais à l'époque, quand on regardait Daniel San remporter le trophée, on avait la gorge serrée, la larme à l'œil. Larousseau! C'est Fortiche Larousseau, au nouveau vainqueur. Regardez! Marion Cobretti contre le Night Slasher dans le film Cobra de 1985. Parlera en présence de ton avocat. Dans la vie, il y a ceux qui comprennent Cobra et il y a ceux qui ne comprennent pas le film, le génie du film, je dirais. J'avoue que c'est pas pour tout le monde de comprendre le psyché d'un personnage principal qui se balade avec une allumette à la gueule, des lunettes miroirs et un flingue qui lui chatouille les couilles. Mais ceux qui ont compris ont tout compris. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Et quand on arrive enfin au combat final contre le Night Slasher, quelqu'un qui terrorisait Los Angeles depuis des mois, la satisfaction qu'on vit en tant que spectateur, en sachant que Cobra a la situation en main. Quand on a bâti un bon vilain dans un film, les spectateurs comme nous, on finit par avoir hâte de le voir crever. Et dans Cobra, la mort de l'antagoniste ne te déçoit pas. Pour ceux et celles qui n'apprécient pas Cobra, je vous conseille de le revoir. Oui, parce qu'à la 2e, 3e, 4e, 5e, même rendu à la 20, 22e écoute, ce film-là prend tout son sens. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Martin Riggs contre Joshua, l'arme fatale 1. Je vous mets ça en place, OK? On se retrouve à la fin sur la pelouse de Murta. Joshua allait faire péter sa piole puis tuer ses enfants. Là, on est dans une situation où Joshua mérite ce qui va y arriver, là. Tu veux te battre pour le titre? Mais très volontiers. Un seul homme peut se battre contre un autre spécialiste comme lui, OK? Martin Riggs. Et là, il y a un hélico qui se pointe, question d'éclairer la pelouse. Ça, c'est une réalisation de génie. Je le sais, ça mélange deux choses que j'aime beaucoup, les bastons et les hélicos. Personne n'approche! Riggs et Joshua nous ont prouvé pendant tout le film que c'était des tueurs. Il y en a un qui est flic et il y en a un qui est un vilain, mais les deux sont des tueurs. On va voir les débuts du jiu-jitsu dans ce film-là. Certains argumenteront que c'est complètement ridicule de laisser ces deux mecs-là se battre à mort devant une chier de flic, OK? Si vous avez pas d'imagination, c'est pas ma faute. Brise-leur de Martin, pète-lui les vertèbres, éclate-lui ses putains de gueule! Et non seulement Riggs remporte le combat, mais Joshua ne veut pas abandonner et il va essayer de tuer Riggs. Mauvaise idée. John Matrix contre Bennett. Là, je vois déjà dans les commentaires, oui, mais ce combat-là, il est trop homo-érotique à mon goût. Et c'est pas parce qu'un mec a une petite chaîne de maille et une moustache qui sert de trottoir à bite qu'il est forcément homo. Ou qu'il a forcément envie de baiser Arnold. Ça, c'est des préjugés et les préjugés n'ont pas leur place sur cette chaîne. Je vais te tuer maintenant! Ensuite, le cas de Matrix dans ce film-là est clair, net et précis. Si t'as kidnappé la fille de quelqu'un, tu donnes à cette personne-là le droit de tuer tout le monde qui se met entre lui et sa fille. Donc, on n'a aucune pitié à avoir pour Bennett dans ce film-là. Un film que plusieurs personnes regardent de haut, je trouve. Alors que pourtant, c'est un des meilleurs divertissements des années 80 qui n'existe pas, quoi. Tu peux pas regarder Commando et t'ennuyer. Non seulement il y a de l'action non-stop, mais en plus, il y a des répliques qui tuent. Et la bataille de la fin ne nous déçoit pas.
Nada contre Frank dans Invasion Los Angeles de 1988. Voilà ma théorie sur ce combat-là qui dure à peu près une dizaine de minutes. Il est très long. Mais il y a une raison pour ça, selon moi, OK? J'imagine qu'il y a un producteur qui a dit à John Carpenter qu'il voulait plus d'action. Si tu dis à John Carpenter de mettre plus d'action dans son film, et que lui, peut-être qu'il n'a pas envie de mettre plus d'action dans son film, il va rire de toi en mettant trop d'action dans son film. Et j'ai l'étrange sentiment que John Carpenter a mis ça de façon très ironique dans son film, cette baston-là. T'es un pauvre abruti. Oui. Ça change pas que moi, personnellement, tu me mets Roddy Piper dans n'importe quel film en train de se battre contre n'importe qui, je suis un homme diverti. Si tu m'en donnes pendant 10 minutes parce qu'un mec veut forcer un autre mec de mettre des lunettes de soleil, ben, tu me divertis quand même. Là, il faut se décider. Soit on aime les bastons, soit on n'aime pas les bastons. Et s'il y a un mec qui te donne 10 minutes de baston, tu lui dis « Merci ». Regarde. Du meilleur film au monde, Predator de 1987, Dutch contre le Prédateur. T'as pas une gueule de porte-bonheur. C'est un secret pour personne que j'adore le Prédateur. Il y a une vidéo sur la chaîne qui explique aux gens pourquoi ce film-là est le meilleur film au monde. T'arrives pas à un statut de meilleur film au monde sans une baston finale incroyable. Et ici, on a une baston finale juste magique. Et c'est sûr que Arnold, à l'époque, n'avait pas le charme d'une autochtone de 1,58 m et 42 kg, mais le mec avait quand même de la gueule. Tout dans le film est fait pour nous amener à ce combat final-là et à nous le faire savourer, quoi. Et pour Dutch, c'est loin d'être un combat facile. Non, il est en train de se battre contre un extraterrestre, c'est normal qu'il mange 2-3 coups sur le nez, hein. C'est pas mon objectif de chier sur d'autres films de la saga, mais ça aide d'avoir cette taille-là et cette musculature-là quand tu manges des coups de poing sur la gueule d'un prédateur. Mais effectivement, ce n'est pas que son physique qui va lui permettre de remporter son combat, c'est également sa ruse. Et que voulez-vous, j'avais pas le choix de le mettre dans ma liste, ce film-là. Je peux pas faire une liste des 10 meilleurs bastons des années 80 et pas mettre Prédateur, quoi. Clubber Lang contre Rocky, Rocky 3, l'œil du tigre. Tout d'abord, je vais prendre 2 secondes pour souligner le génie de la performance de Mr. T. Ramène ta belle petite gueule à mon appartement ce soir. Tu verras ce que c'est un vrai mec. Si ce mec-là n'était pas devenu une caricature de lui-même avec le temps, il aurait eu toute une carrière d'acteur au cinéma. En tout cas, il aurait pu jouer les boxeurs et les truands pendant au moins 30 ans. Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Et le génie de ce film-là, quelque part, c'est justement d'opposer Clubber Lang à Rocky. Un Clubber Lang qui a faim, qui vient de milieux difficiles et qui veut devenir champion du monde, face à un Rocky qui vit dans le luxe. Un Rocky qui n'est plus le Rocky qu'on connaissait dans le 1 et le 2. Il a changé. En plus, Mickey va mourir juste avant son premier combat contre Clubber Lang. Normal qu'il l'ait perdu, quoi. On sait tous que Rocky est un mec émotif. Je vais décrocher le titre si Balboa a assez de couilles pour me rencontrer sur un ring ou ailleurs. Mais ce que Clubber Lang savait pas, c'est que Rocky allait aller chercher Apollo Creed pour l'entraîner. Qu'Apollo Creed allait faire de Rocky une machine à tuer. Pas juste en puissance, pas juste en persévérance, mais il va rajouter un jeu de pied puis de la rapidité à ses coups. Ce n'est pas le Rocky que nous connaissons. Il a l'air fantastique. Apollo Creed. Et tout ça m'amène au combat final entre les deux, et le combat final est juste magique. Si dans les 2 premiers, on jouait beaucoup sur la longueur et l'endurance des combattants, ici, on y va sur la puissance et la rapidité. Oui, Rocky a de la difficulté durant le 2e round, mais quand il arrive au 3e, on apprend pourquoi ce film-là, en VF, s'appelait L'œil du tigre. Plus fort que lui, mec. Il est à ta main. L'œil du tigre. L'œil du tigre. Parce que quand t'as l'œil du tigre, t'as l'œil du tigre. Tout le monde te regarde. Ah, il faut moi KO. La baston finale de Rocky 3 représente pour moi le renouvellement de la licence à l'époque. Ça allait nous donner Rocky 4, qui est également incroyable. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est si vous n'avez pas vu la baston finale de Rocky 3 depuis longtemps, c'est le temps pour vous d'aller revoir Rocky 3. Out! Et Rocky vient de reconquérir son titre de champion du monde. Ellen Ripley contre la reine xénomorphe, Aliens de 1986. Ne la touche pas, sale pute! Un
Un autre film dont j'ai parlé énormément sur la chaîne, vous savez très bien que c'est un film que j'adore et il y a des bonnes raisons pour ça. Parce que déjà, tout le film en entier est un chef-d'œuvre, mais la fin est incroyable. On parle ici d'une Hélène Ripley qui comprend qu'elle n'a pas la force physique de se battre contre une reine xénomorphe et qui va chercher une genre de power armor incroyable. Un film qui nous rappelle à tous la puissance des effets pratiques. Ils ont beau avoir des budgets d'effets numériques presque illimités aujourd'hui, ils sont incapables de recréer la magie de cette scène de fin-là dans Aliens. Les effets pratiques, c'était quand même de la bombe. Mais en fin de compte, on peut juste aussi profiter de la scène. Des fois, il y a des mecs qui réalisent des films de fous avec des scènes de fous dedans, et on oublie avec le temps à quel point c'était génial. J'ai choisi de mettre que des films américains. Après tout, c'est mon top 10. Je pourrais faire probablement un top 10 de films asiatiques ou internationaux, mais là, j'avais le goût de focusser sur des films américains. C'est plus facile parce que ça élimine des choix, t'sais. Puis ça vous permet à vous, dans les commentaires, de dire « Oui, mais tel film asiatique de Hong Kong de telle époque avait des meilleurs bastons que ça. » Donc, ça tient tout le monde occupé. Suivra bientôt une vidéo sur mon top 10 des bastons des années 90. Ce qui m'amène au point que c'est là que tu te rends compte que quand La Matrice est sortie en 99, ça a véritablement changé la manière de filmer des bastons. Comme John Wick, en 2010, je pense, va changer totalement la manière de filmer des bastons. Parce que oui, je me rends compte que les bastons dans le cinéma, c'est cyclique. Une qualité que les films des années 80 avaient, c'était la capacité de bâtir la relation entre le protagoniste et l'antagoniste. On voulait tous, bien sûr, voir le héros gagner, mais durant le film, on nous avait souvent bâti un très bon antagoniste. Ce qui faisait en sorte que quand on arrivait à la baston finale, on avait vraiment le sentiment que ça allait être une baston, quoi, que les deux allaient en manger. C'était pas mieux avant, c'était juste différent. C'est ça qu'il faut que tu continues de te dire dans ta tête à chaque fois que tu penses à ces trucs-là. Après des bons films d'action ou des bonnes bastons, il y en aura toujours à toutes les époques, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, les années 80 nous ont vachement gâtés, quoi. N'oubliez pas d'aller dire bonjour à Revue de Podcast, le lien sera dans la description. Pour des vidéos avec Denis Barre et sans publicité, c'est sur Patreon que ça se passe et le lien est juste ici. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne sur YouTube, eh ben c'est juste ici, c'est gratuit. Laisse un pouce, active les notifs, partage la vidéo avec tes potes et on se revoit la prochaine fois.